En Afrique, on a besoin des entrepreneurs. On a plus besoin des entrepreneurs que des politiciens. On a plus besoin des entrepreneurs que des personnes qui passent le temps à parler sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir comprendre son langage verbal et non verbal. Et lorsque vous ne l'avez pas compris, vous serez toujours en train de passer à côté de beaucoup de choses. Ils aiment le business, mais ils sont aussi sur ce petit détail. Il peut avoir un frein, il peut avoir des incompréhensions. Je ne sais pas parler le chinois, mais comment est-ce que je vais traiter avec eux? Est-ce que la langue sur le terrain est une barrière? Si vous partez en Chine pour développer un peu le business, il faut comprendre, parler le langage que les Chinois parlent en termes de business. La négociation est importante. C'est vrai, l'étape du sourcing est important parce qu'on doit trouver le fournisseur avec qui on va parler, mais on peut trouver le fournisseur, mais on fait le mauvais deal. Salut et bienvenue sur le plateau de Business avec la Chine. Votre émission de décryptage sur toutes les questions qui concernent le business et l'import-export avec la Chine. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une des questions les plus importantes dans le domaine de l'import-export. Il s'agit tout simplement de savoir comment traiter des partenariats stratégiques et fiables avec les fournisseurs. Et donc, sur ce plateau, nous a rejoint aujourd'hui Monsieur Maxime Osanga. Monsieur Maxime, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Nous rappelons que vous êtes commercial de profession et commercial de formation et entrepreneur de profession. Vous intervenez dans plusieurs domaines aujourd'hui, notamment l'immobilier, mais plus encore l'import-export. Vous êtes spécialisé dans les questions d'import-export avec la Chine et c'est sur cette casquette que vous nous rejoignez aujourd'hui sur le plateau. En direct, nous allons aller droit au but. Généralement, lorsqu'on veut investir en Chine, en tant qu'entrepreneur, on se pose la question de savoir comment ça se passe, comment est-ce que j'aborde les fournisseurs, comment est-ce que j'aborde les partenaires chinois et comment est-ce que je noue des partenariats fiables et solides avec eux, parce que la question de la fiabilité, de la confiance, c'est vraiment l'une des questions les plus importantes. Alors, vous qui avez cette expérience-là, cette expertise-là aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe, la liaison, le partenariat entre l'acheteur qui vient de l'extérieur et le fournisseur chinois? Merci beaucoup. Merci déjà, c'est une très bonne question et je pense que la thématique est d'autant plus très importante. Nous avons aujourd'hui un véritable souci lorsqu'il s'agit de nouer des véritables relations avec le peuple chinois et les étapes, ça va se passer à plusieurs étapes. C'est-à-dire pour avoir un bon fournisseur, pour lier une très bonne relation avec un fournisseur, il faudrait vraiment respecter un certain nombre d'étapes. Et généralement, d'autres personnes vont commencer même par autre chose, mais moi je pense que pour mieux s'y prendre avec des Chinois et par mon expérience, on devrait commencer par la culture. Déjà, pour juste un peu pour raconter une petite histoire de la Chine. La Chine, c'est un peuple qui a vécu deux révolutions avec deux personnages différents. Ça veut dire lorsque Mao Zedong était là, lui, il a plus promu la révolution culturelle. Ça veut dire que les Chinois ont une culture. Ils sont vraiment ancrés dans leur culture et c'est ce qui a fait en sorte qu'à un certain moment, qu'ils se renferment et qu'ils travaillent beaucoup plus sur leur culture. Et à l'époque donc du deuxième personnage qui est tout simplement Xiaoping, qui est arrivé avec lui la révolution industrielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Chinois ont deux extrémités, mais qu'ils savent véritablement protéger. Et il n'est pas question pour nous de pouvoir faire du business avec la Chine sans comprendre les valeurs qu'elles ont au niveau de leur culture, déjà originelle, et aussi l'aspect business qu'ils
qu'ils ont développés. Donc, ces deux aspects-là, il faut vraiment trouver un équilibre pour pouvoir traiter avec le chinois lambda. Les Chinois sont très minutieux, voilà, très minutieux dans ce qu'on appelle leur côté culturel et leur côté industriel. Et ils savent faire la part des choses. Et le peuple chinois comprend que si ils ne valorisent pas, en fait, ils sont très regardants sur la valorisation de leur partie culturelle, l'aspect culturel. Et c'est lorsque vous avez travaillé l'aspect culturel, qui est l'aspect relationnel avec eux, véritablement, que on peut donc aborder la partie industrielle étant à l'aise. Donc, c'est une partie vraiment qui est à retenir chez les Chinois. Ce sont des personnes ils aiment le business, ils aiment tout ce qui concerne l'économie, mais ils sont aussi sur ce petit détail, le détail de la culture, le détail de ceux qui sont là, par exemple, dans les partenariats que nous avons eus, ce sont des personnes qui connaissent des petits détails. Ils savent faire des petits cadeaux, ils savent respecter. Ouais. Mais par contre, il faut pouvoir étudier le chinois pour comprendre son langage verbal et non verbal. Parce que lorsque vous ne l'avez pas compris, vous serez toujours en train de passer à côté de beaucoup de choses. Je prends un exemple. Un Chinois, vous pouvez le rencontrer, vous lui dites « Je veux cet objet qui est sur la table » et il vous dit « Cet objet, c'est 2 euros ». Si vous lui dites que vous avez 1 euro, il ne va pas vous dire non dans la production de cet objet, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il y aura un langage non verbal qu'il va vous montrer. Et si vous n'avez pas appris à comprendre la culture du chinois, vous n'allez pas comprendre ce langage-là. Et vous serez en train de vous attendre à un objet tel qu'il y a sur la table, de cette même qualité, mais lui, derrière, il ira vous faire un objet semblable et d'une qualité moindre. Donc, il faut pouvoir comprendre le chinois. Généralement, ce sont des personnes qui ne sont pas très compliquées. Lorsqu'elle vous dit non, ça ne peut pas aller à tel niveau, il faut comprendre que ça ne peut pas aller. Si vous voulez forcer la main, elles seront obligées de vous donner, ou alors ils seront obligés de vous donner une qualité moindre au prix que vous avez proposé. Donc voilà un peu, pour moi, ce qu'il faut, la première étape pour pouvoir nouer des bons partenariats, un bon partenariat avec des fournisseurs chinois. D'accord. Quand vous parlez de culture en général, on se pose directement la question de savoir est-ce que la langue peut être une barrière, parce que généralement la grosse distance qu'on a souvent c'est la langue. Je ne sais pas parler le chinois, mais comment est-ce que je vais traiter avec eux? Est-ce que la langue sur le terrain est une barrière? Oh non, la langue ce n'est pas une barrière, puisqu'il y a une langue universelle qu'on appelle la langue du business. La langue du business, c'est avec des chiffres. Nous sommes arrivés à des moments où on communique avec des Chinois avec une calculatrice. Elle dit, tu viens, tu es là, il sait que tu veux le prix, il prend la calculatrice, il met, il te montre le prix. Et tu prends la calculatrice, et tu mets aussi ton prix, et tu montes. Si c'est bon, il dit, si c'est pas bon, il dit non. Et puis, généralement, ils tendent un peu plus à parler l'anglais que le français, voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est un peuple vraiment trop facile à vivre. Donc, quand vous arrivez, c'est pas parce que vous ne parvenez pas à vous comprendre, et aujourd'hui même, il y a des traducteurs. Il y a des traducteurs où vous pouvez parler, et puis vous le faites écouter, lui, ça traduit en chinois. Mais si vous n'avez pas ce traducteur-là, rassurez-vous, vous allez parler la langue du business avec le chinois. Et cette langue du business, c'est les chiffres. Vous faites les chiffres, vous vous accordez, vous mettez la quantité que vous voulez, et le gars va vous servir. D'accord. Donc, cela dit, il y a quand même un minimum de choses qu'il faut savoir déjà lorsque on veut traiter avec le fournisseur chinois. Vous venez de les citer, il faut être très minutieux sur la culture, parce que si ça ne donne pas au niveau de la culture, c'est-à-dire que s'il n'y a pas accord à ce niveau, peut-être
que l'affaire ne sera pas conclue? Oui, il peut avoir un frein. Il peut avoir un frein. Il peut avoir des incompréhensions que vous aurez dû gérer si vous avez pris le temps de comprendre que voici comment ce peuple-ci se comporte. Moi, j'ai dit généralement, si on veut aller quelque part, il faudrait qu'on prenne un peu de temps pour comprendre comment est-ce que ces personnes-là agissent ou réagissent par rapport à tel ou tel sujet. Donc, si vous partez en Chine pour développer un peu business, il faut comprendre parler le langage que les Chinois parlent en termes de business. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que les Chinois mettent aussi beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire sur la culture, c'est-à-dire le social. C'est-à-dire que voilà, généralement, ils aiment être captivés au niveau du social et puis ils vont s'ouvrir au niveau du business. D'accord, très bonne astuce. Mais comme vous venez de le dire, Monsieur Maxime, il faudrait déjà que je puisse rencontrer un fournisseur chinois et tout. Maintenant, pour nous qui sommes donc à distance, c'est-à-dire que pour ces autres-là qui veulent juste contacter des fournisseurs, avoir des relations en distanciel, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer quelle plateforme, par exemple? Alors, merci pour la question. Comme je vous ai dit, une rencontre à succès entre je vais prendre l'exemple des Africains que nous sommes et des fournisseurs chinois. Ça se passe en plusieurs étapes. Et je pense que quand vous posez la question, justement, ça correspond, c'est la deuxième étape. La deuxième étape est de savoir où est-ce que je trouve les fournisseurs. Comment est-ce que je les trouve? Et à ça, on va tout simplement répondre, il y a des plateformes qui nous permettent de trouver des fournisseurs à l'instar d'Alibaba, de 1688, voilà. Ça, ce sont des plateformes en ligne? Oui, ce sont des plateformes en ligne. Quand je parle des plateformes, je parle des plateformes en ligne qui peuvent nous permettre de trouver, de faire en langage professionnel, on dit un sourcing. Le sourcing, c'est la capacité de pouvoir trouver des fournisseurs. Et ça, c'est le premier endroit où on peut trouver des fournisseurs, sauf que il y a aussi des événements. Et lorsque je parle des événements, je vais un peu prendre un événement comme la foire de Canton, où vous allez trouver des fournisseurs en présentiel. Parce qu'avec les plateformes, ce sont des fournisseurs en distanciel. Mais avec la foire de Canton, lorsque vous y allez à cet événement, vous allez trouver des fournisseurs en présentiel et vous allez causer avec eux, vous allez échanger, on va vous donner des catalogues, ils vont vous donner leur carte de visite parce que ce sont des personnes, comme je vous ai dit, vraiment très business orientées, c'est-à-dire qu'ils vont vous accueillir sans souci, voilà. Donc ça c'est faire déjà de ce sourcing-là. Et lorsqu'on fait le sourcing nous aide. Que ce soit sur les plateformes ou en présentiel, ça nous aide véritablement à comprendre avec qui nous sommes en train de vouloir dealer. Ça, c'est très important. C'est de vérifier déjà l'existence déjà de la compagnie, du fournisseur. Et lorsque on est en train de sourcer, effectivement, il y a des critères qu'il faut véritablement respecter. J'allais en venir directement parce que, par exemple, si vous nous parlez de la foire des cantons, on sait déjà que sur place, en voyant des fournisseurs, là, c'est encore un peu plus véridique, c'est un peu plus du concret. Tout à fait. Mais directement en ligne, on a une panoplie de fournisseurs et on se dit, mais quels sont les critères, quelles sont les caractéristiques qui vont nous permettre de nous fixer sur celui-ci et pas celui-là. Donc, je vous relance sur la question. D'accord. Donc, effectivement, comme vous le dites, il y a une panoplie de fournisseurs. Il y a des plateformes qui sont là. Elles sont vraiment très bien faites. Voilà. On va donc rentrer sur cette plateforme-là. Les critères, je vais sûrement pas donner tous les critères, mais les critères les plus essentiels, c'est déjà de trouver une structure qui a un certain nombre d'années sur la plateforme, parce qu'il y a des caractéristiques d'évaluation de ces fournisseurs sur cette plateforme-là. Donc, quand vous y allez, il y a des caractéristiques, il y a
le nombre d'années. Premièrement, Le nombre d'années. oui, il y a le domaine de spécialisation. Oui. Domaine de spécialisation. Il y a, qu'est-ce que je vais encore dire? Il y a les commentaires. Des commentaires des personnes qui ont déjà acheté, qu'est-ce qu'elles ont laissé comme commentaire. Oui. Et lorsque vous avez fait pratiquement ces critères-là, vous pouvez donc vous mettre à échanger avec des fournisseurs tout en ayant pour objectif d'obtenir un échantillon, oui, un échantillon, soit des vidéos authentiques du produit qui vous montreront véritablement les caractéristiques du produit et qui vous permettront, vous, d'apprécier et de sûrement vous lancer dans une éventuelle discussion pour l'obtention du produit ou encore pour avancer un peu plus dans votre partenariat ou alors voilà, c'est ça. S'il faut revenir sur ce que vous avez dit, vous avez parlé du nombre d'années, premièrement comme critère, vous avez parlé aussi de la notoriété, de fiabilité, c'est-à-dire les commentaires, tout à fait, les personnes qui ont déjà traité avec ces fournisseurs, tout à fait, les avis. Les avis, voilà. Et je crois qu'il y avait un troisième point. Oui, j'ai parlé du nombre d'années, des commentaires, voilà. Le domaine de spécialisation. Voilà, le domaine de spécialisation, effectivement. Oui, parce qu'il y a des fournisseurs qui sont des grossistes, qui prennent des marchandises. Il faudrait qu'ils soient spécialisés vraiment dans ce que vous demandez. Ça rehausse encore la possibilité d'avoir de bons produits, puisqu'ils ne sont que spécialisés dans ce domaine-là. D'accord. Alors là, ils mettent toute leur énergie sur le domaine. Donc il y a des fournisseurs qui ne sont pas des usines. Et il y a des usines, et il y a des fournisseurs qui sont des grossistes. Ça aussi, il faut savoir faire le distinguo. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que dès qu'on a identifié ces fournisseurs-là, on peut aller dans des discussions. Ça se passe comment, ces discussions? Qu'est-ce qu'il faut se dire à cette étape-là? D'accord. Moi, je pense que à ce niveau-là, je pense qu'on va plus appeler ça négociation. Oui. Ce sont des négociations parce que là, de la négociation en termes de business, voilà, c'est très important. Il faut donc rentrer dans une certaine négociation avec les fournisseurs dans l'optique d'avoir premièrement un rabais au niveau des prix. Oui. Sur le rapport qualité-prix. Oui. Il faut d'abord déjà rentrer en négociation par rapport à ça. Déjà, si vous prenez, vous passez une commande en gros, vous voulez des produits en gros, voilà, vous allez donc passer votre commande et essayer de négocier sur la qualité-prix, c'est-à-dire que qualité versus prix. Oui. Et derrière, ce que moi je conseillerais à des personnes qui veulent se lancer, c'est de pouvoir au départ sélectionner plusieurs fournisseurs. Dans l'étape du sourcing, oui. Sélectionner plusieurs fournisseurs. Plusieurs fournisseurs dans le domaine de le produit que vous cherchez, oui. Dans la niche que vous avez. Et après, vous allez faire quoi? Un tamis, c'est-à-dire que vous allez tamiser par rapport à vos conversations. Vous allez sentir, voilà, ceux qui ne vous inspirent pas, vous les mettez à côté. Vous devez rester pratiquement avec 3 à 5 fournisseurs et vous leur dites exactement ce que vous voulez. Vous leur dites les quantités que vous voulez et vous commencez donc à négocier avec chacun d'eux tout en ressentant pour que vous ayez là le prix, un bon prix. Un bon prix. Voilà, la bonne qualité. Et généralement, n'hésitez pas de dire à d'autres fournisseurs que vous êtes en communication avec d'autres. Ce que je dis, c'est quoi? N'hésitez pas de dire à un fournisseur que je suis en train de discuter par rapport à cette même commande-ci avec d'autres fournisseurs. Et eux, ils me donnent des prix bien meilleurs que vous. Ça, c'est la stratégie. C'est une astuce? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. C'est vraiment une astuce. Et qu'est-ce que ça va donner comme rendu, cette astuce? Oui, ça donne que ça met beaucoup plus de pression aux fournisseurs dont vous êtes attiré. Ça lui donne beaucoup plus de pression parce qu'il va se dire, écoute, je ne suis pas seul sur ce marché. Vous savez ce que ça fait quand on est en concurrence. Quand on est en concurrence, on veut gagner, on veut avoir des aptitudes qui vont nous permettre, nous, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans la négociation, les Chinois, ils optent toujours pour le long terme.
Plus encore, nous sommes dans un continent où il y a tout à faire. Je pense que dans ma première vidéo, je l'ai dit, il y a tout à refaire ici, là. Et pas même refaire, tout à faire, parce qu'il n'y a jamais rien eu qui a été fait. Il y a tout à faire. En Afrique, tout à faire. Oui, il y a tout à faire. Quand je parle comparé à. Oui. C'est-à-dire l'Afrique comparée à. D'accord. Voilà. Il y a tout à faire. Oui. Donc, ils sont dans une logique où, même s'ils ne gagnent pas du premier abord, à dire au niveau du premier contact, ils peuvent gagner dans d'autres commandes que vous allez passer. Oui. Donc, direct, mettez-les sous pression, mais d'une manière polie, d'une manière vraiment, comme je dis, dans une négociation. Et ce qui va faire en sorte que vous aurez les meilleurs prix. Même si vous êtes en train de discuter seulement avec 2 fournisseurs ou 3 fournisseurs, vous aurez des meilleurs prix. Donc, c'est vraiment conseillé. Et cette négociation peut aller un peu plus loin dans la fragmentation du paiement. Vous pouvez échelonner les paiements. C'est-à-dire que quand vous passez la commande, vous pouvez dire, je peux d'abord vous donner 30% et après que les produits soient prêts, je peux vous donner 70%, selon le feeling vraiment. Selon le feeling, ou 40%, 60%, voilà. Donc, la négociation est très, très importante pour une personne lambda, que ce soit pour une personne physique ou une personne morale qui veut se lancer dans le business avec la Chine. La négociation est importante. C'est vrai, l'étape du sourcing est important parce qu'on doit trouver le fournisseur avec qui on va parler, mais on peut trouver le fournisseur, mais on fait le mauvais deal. Donc la négociation est importante. Vous nous conseillez de toujours avoir cette capacité à mettre le fournisseur en difficulté, qu'il sente qu'il y a le besoin de la qualité, qu'il sente qu'il y a la pression de la concurrence et toutes ces choses. Ça nous fait gagner davantage du terrain. D'accord. À ce niveau, nous allons peut-être prendre la prochaine étape. Nous étions là à l'étape de la négociation. Non, dès qu'on a fini de négocier, ça se passe comment? Après la négociation, on a gagné de l'espace, on a peut-être conclu avec un fournisseur sur ces 3 ou 5 fournisseurs que nous avions. Après, qu'est-ce qui s'ensuit? Après la prochaine étape, je pense que en tant que businessman ou alors personne individuelle qui veut faire du business, voilà, il faut connaître le b.a.-ba du transport. C'est-à-dire, il faut connaître si je prends les produits, ça va me faire combien de kilos au niveau du fournisseur, voilà. Et puis, lorsque je dois envoyer le kilo de produit, le kilo va me coûter combien. En fait, c'est tout simplement pour parler des taxes et la douane. Donc, il faut avoir une certaine connaissance au niveau de la taxe et la douane pour pouvoir faire venir vos produits. La taxe en Chine? Dépendamment. Si vous avez le libre choix, vous pouvez payer en Chine et ça arrive, vous récupérez juste, comme vous pouvez demander qu'on envoie et vous payez à l'arrivée. Soit c'est payé soit au départ, soit à l'arrivée. Donc, il faut toujours connaître le coût du transport. Tout à fait. En causant avec votre fournisseur, vous pouvez, il peut vous édifier sur cette question. Et maintenant, si le fournisseur n'est pas édifié sur cette question-là, je pense que voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes vraiment les intermédiaires. Nous pouvons aider, nous nous positionnons aussi pour aider. Vous proposez cet accompagnement? Si. D'accord. Et maintenant, dès qu'on parle de coût du transport, Monsieur Maxime, ça nous fait visualiser directement le mode de paiement. On en parle. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait peut-être pour payer si ce n'est pas dans notre pays, c'est-à-dire la douane de notre pays, si je veux payer peut-être en Chine, et même les fournisseurs, c'est-à-dire vous avez parlé tout à l'heure de faire des avances 30%, 60%. Comment ça se passe déjà le mode de paiement? D'accord. Déjà le mode de paiement, ça inclut, il y a ce qu'on appelle des cargos. Les cargos, ce sont des personnes qui sont aussi intermédiaires dans le domaine du transit et qui vont se charger de faire voyager des produits, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie maritime. Voilà, ce sont ces personnes-là elles sont là. Donc, vous pouvez donc contacter une structure qui se positionne dans ce secteur-là. Et cette structure-là saura vous donner véritablement les coûts de transport par kilo. En fait, c'est toujours des kilos. Voilà, c'est un peu ça. Par contre, une autre chose, vous pouvez aussi laisser que votre fournisseur vous envoie
les produits. Il n'y a qu'à vous donner le nombre de kilos que la machine. Déjà que quand vous êtes en train de sourcer le produit, il y a des caractéristiques qui vous indiquent exactement le nombre de kilos. Maintenant, dans le packaging, c'est-à-dire quand on va emballer ces produits-là, il peut avoir peut-être 20 kilos de plus ou 15 kilos de plus, voilà. Selon votre pays et comment est-ce que les choses se gèrent dans votre pays, vous pouvez donc vous rapprocher d'un transitaire ou d'un douanier pour qu'il vous édifie un peu plus dans l'obtention de vos produits. Mais là, directement, il y a une question qui revient toujours, et une question qui est très inquiétante, que vous n'avez pas encore abordée. Je ne sais pas à quel moment on paye. Non, pas forcément le paiement d'abord, mais déjà le contrôle de la qualité, parce que c'est une grosse inquiétude. Comment savoir que mon fournisseur, il m'envoie des choses, ce que je veux? Comment savoir qu'il m'envoie de la bonne qualité? Quand est-ce que je palpe cette qualité? C'est-à-dire que moi-même, je me rassure. D'accord. Donc, avant de donner la réponse par rapport au contrôle qualité, je pense que je n'ai pas très épilogué sur la question du paiement. Du paiement. Aujourd'hui, il y a des applications qui ont été mises sur pied, comme Alipay, WeChat. Et puis aussi, il y a le compte en banque. Si votre banque véritablement couvre une certaine circonférence, de pouvoir faire des transactions. Ça, ce sont des façons de payer directement les fournisseurs. Ce sont des façons de payer. Le fournisseur peut vous envoyer son Alipay. Oui. Vous allez vous connecter sur l'application. Et dans cette application-là, vous êtes capable de télécharger ou alors d'installer votre carte, c'est-à-dire que votre carte bancaire, afin que directement, vous pouvez aller chercher l'argent dans votre carte et faire le paiement directement. Donc, c'est pas un problème. Et lorsque vous avez peut-être des gros montants à payer, il y a un document que le gouvernement va vous adresser pour pouvoir envoyer un certain nombre un montant d'argent vraiment conséquent. Voilà. Dans tous les cas, ce sont des procédures qui sont facilitées aujourd'hui. Très facilitées. Donc, il n'y a plus de vraiment. Parce que c'était on se disait, mais attends, comment je fais parvenir mon argent en Chine, voilà. Votre compte peut être débité. Votre compte, il est débité. Parfois, c'est le fournisseur qui vous envoie, lui, son compte bancaire. Oui. Vous faites juste les transactions et puis voilà. Sauf que derrière, il faut toujours se rassurer, avoir des traçabilités et avoir des conversations. Ne faites pas des transactions hors application avec de votre fournisseur. Parfois, on vous demande même de faire des transactions dans les plateformes de sourcing. Oui. C'est-à-dire que parce que avant que vous n'arrivez dans les applications, vous avez d'abord les plateformes de sourcing où vous allez commencer à contacter votre fournisseur, vous allez commencer à communiquer avec lui et ces transactions-là, vous pouvez faire en sorte qu'elles soient reliées à la plateforme pour que s'il y a un problème, que la plateforme puisse véritablement se rendre compte que, en fait, voilà, c'est tel fournisseur qui a fait telle ou telle chose. Pour que les conversations soient en fait répertoriées. Tout à fait. D'accord. Donc il y a un tracing, une traçabilité, voilà, de vos transactions. Oui. Et voilà, ce qui fait que vous êtes rassuré et voilà, la plateforme aussi vous rassure, le fournisseur lui aussi les rassuré parce que le doute c'est pas seulement d'un seul côté. Parce que généralement on se dit c'est nous qui envoyons l'argent, il faut que voilà, mais le fournisseur lui aussi, il faudrait que l'argent arrive pour qu'il vous envoie votre produit, votre marchandise, voilà, votre colis. Donc c'est très important. Par contre, sur la question de contrôle et de la qualité, c'est une très bonne question. Parce que si vous voyez, au départ, lors du premier point, j'ai mentionné quelque chose. L'objectif aussi du sourcing est de pouvoir obtenir un échantillon. Échantillon du produit. Oui. Mais est-ce que c'est sur tous les produits qu'on aura un échantillon? Par exemple, je vais acheter une machine qui coûte, par exemple, je dis n'importe quoi, 5, 6 millions, 3 millions. Oui. Est-ce que vous pensez que le Chinois va m'envoyer l'échantillon? Non, on peut faire ça sur des petits, voilà, on peut envoyer ça rapidement par fret, ça fait peut-être 2, 3 jours, 4 jours, voilà, dépendamment une semaine. Voilà, j'ai donc la qualité du produit. Qu'en sera-t-il pour des produits dont je ne peux pas avoir l'échantillon? Il faudrait que j'ai des personnes
Et aussi, il y a des structures qui le font. J'ai des personnes en Chine qui vont partir vérifier la qualité. La vérification de cette qualité va se baser sur le fait que, je vous ai dit aussi au départ que dans le cas contraire, si on n'a pas pu avoir l'échantillon, on a au moins les images claires du produit qu'on envoie, donc que le fournisseur vous envoie. Oui. Vous allez donc renvoyer ces images-là à la structure qui fait le contrôle qualité. Elle va contrôler. Parfois, ça se fait de manière pas vraiment pensée. Si vous avez 5000 pièces de produits que vous avez demandé, le fournisseur il va faire, surtout que c'est pas vous la seule commande, il peut avoir des pièces qui ne sont pas bonnes, donc qui sont défectueuses. Donc quand le contrôle qualité arrive, c'est le contrôle qualité va dire non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, et donc le fournisseur va faire quoi? Il peut vous donner un temps pour pouvoir remplacer ces produits. Là, c'est une très bonne chose. Surtout, le contrôle qualité est très, très important. Très important parce que le fournisseur ne sera toujours pas là pour vérifier si il vous a mis une qualité qui n'était pas très, 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 très bonne. Donc, il ne sera pas là pour ça. Donc, il faut véritablement avoir ce contrôle qualité avant que vos produits ne quittent de chez votre fournisseur. D'accord. Dans le cas où on n'a peut-être pas quelqu'un sur place, comme vous venez de le dire, il faut parfois avoir quelqu'un sur place. Si on fait recours à une entreprise spécialisée dans le domaine du contrôle de la qualité, est-ce que ça coûte parfois ça? Oui, ça coûte, mais ce sont des sommes qui ne sont pas des sommes importantes. Moi, je dis toujours, si vous passez une commande d'une marchandise je dis n'importe quoi, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 50 millions, qu'est-ce que ça vous coûterait de payer $250 pour que on aille faire le contrôle qualité? Ça vous coûtera plus cher si des produits arrivent et que ces produits ne sont pas de bonne qualité et que vous les avez reçus parce que vous devez les refaire partie. Donc, il vaudrait mieux que vous dépensiez $200, $500 pour pouvoir faire ce contrôle-là et que vous vous rassurez véritablement parce que à ce moment, une partie de la responsabilité repart sur la structure qui a fait le contrôle qualité. Parce que s'ils vous ont envoyé, ils étaient censés faire le contrôle qualité et qu'il y a des pièces défectueuses dans votre stock, c'est eux qui sont responsables parce qu'ils sont allés là-bas. Donc, il vaudrait mieux les payer un petit montant et de faire des affaires bien parce que en même temps, ça vous allège vraiment la tâche sur beaucoup de choses. Je pense que là, nous sommes vraiment édifiés sur la façon dont on doit procéder lorsqu'on veut établir des partenariats avec des fournisseurs. Monsieur Maxime, peut-être avant de conclure, est-ce que vous avez un petit conseil à donner à ceux qui veulent s'engager dans le domaine de l'export-import avec la Chine, peut-être sur la façon de quelque chose que vous n'avez pas dit, des petits secrets? On ne peut pas tout dire, on ne dira jamais tout. Voilà. Les choses changent, le monde avance et dans les procédures, dans tout ce que nous faisons, voilà, tous les jours, les choses s'améliorent. C'est vrai qu'il y a des choses fondamentales sur lesquelles il faut rester. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est déjà pouvoir identifier ces marchés-là, faire du sourcing. Si on est capable déjà de faire du sourcing, on est capable déjà de mettre un certain nombre de fournisseurs selon les critères dont j'ai mentionné à côté et par derrière pouvoir suivre une communication, alors une négociation avec ce fournisseur et comprendre comment est-ce qu'on peut faire des paiements, comment est-ce que nos produits peuvent arriver. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Sauf que il faut donner un peu de soi-même. Il faut rentrer dans la recherche. Il faudrait pas juste aller faire des choses juste pour faire. Il faut rentrer dans la recherche. Il faut parfois se faire accompagner pour y arriver. C'est important. On n'est pas forcément toujours doué pour tout faire. L'expérience vient avec le temps et il faut parfois être de ceux-là qui ont cette humilité et ou encore cette patience-là de pouvoir apprendre avant de se lancer. Sinon, moi je trouve pas, il n'y a rien de tellement mystifié dans l'import-export.
Et aujourd'hui, moi, j'encouragerais tout entrepreneur qui écoutera cette vidéo de pouvoir se lancer parce que l'Afrique aujourd'hui ne représente véritablement rien dans le domaine de l'import-export avec la Chine. Et la Chine aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs partenaires économiquement parlant pour l'Afrique. Je n'ai pas parlé d'un pays africain, je parle de l'Afrique, voilà, tout entière. Parce que ce sont des peuples dont les cultures sont un peu... À un certain moment, on a vu la Chine avoir une culture comme plusieurs pays africains aujourd'hui, ou alors comme l'Afrique. Mais de par leur culture, de par leur dévouement, ils sont arrivés à transcender un certain nombre de choses et à arriver aux résultats qu'ils ont aujourd'hui. Donc nous pouvons aussi, si nous allons vraiment tout nombreux, le gouvernement seul ne peut pas faire tout, ne peut pas tout faire. Voilà. Nous avons besoin des entrepreneurs, des personnes qui regardent aujourd'hui, pas seulement le business, pas seulement en termes de business, mais aussi en termes de développement, en termes de représentativité peut-être des unités de production. Et aujourd'hui, on a deux manières de pouvoir aborder au choix véritablement. Soit on est cette personne-là qui veut acheter en Chine de manière individuelle et vendre, soit on est cette personne morale qui veut véritablement se positionner comme nous nous positionnons aujourd'hui dans l'aide, c'est-à-dire qui veut montrer aux autres comment est-ce que ça se passe et leur dit derrière, il y a de l'espace pour tout le monde. Vraiment, l'Afrique a besoin de nous, a besoin des entrepreneurs, a besoin des personnes qui vont vraiment aider. Les gouvernements ont aussi besoin des entrepreneurs. Parce que dans les grandes nations, je prends l'exemple des États-Unis, vous comprenez tout simplement que le gouvernement accompagne. Le gouvernement fait ce qu'il doit faire, mais les entrepreneurs aujourd'hui ont la plus grosse partie de la richesse au niveau des États-Unis. C'est pour ça que c'est un gouvernement capitaliste. Voilà. Donc, en Afrique, on a besoin des entrepreneurs. On a plus besoin des entrepreneurs que des politiciens. On a plus besoin des entrepreneurs que des personnes qui passent le temps à parler sur les réseaux sociaux. On a plus besoin des personnes qui passent à l'action. Donc, passons à l'action et essayons de copier chez les autres. Il n'est pas mauvais de copier. Il n'est pas mauvais de copier. Copions chez les autres et appliquons ça chez nous, afin que nous soyons comme les autres. Parce que quand on copie, c'est parce qu'on veut être comme quelqu'un qui a peut-être une compétence ou une connaissance qu'on recherche ou alors dont on a besoin pour pouvoir exceller véritablement. Donc j'encouragerais tout Africain regardant cette vidéo de pouvoir se lancer, t'outiller d'abord et après se lancer avec dans le domaine de l'import-export avec la Chine. Merci beaucoup, Monsieur Maxime. Nous avons été très honorés de vous avoir encore une fois de plus moi aussi. Sur notre plateau. Alors, vous l'aurez compris, copions chez les autres et appliquons chez nous. Mais cependant, chaque fois que vous essayerez d'aller copier chez les Chinois, il faudrait être respectueux de sa culture, sinon rien de cela ne sera possible. Nous vous retrouvons pour une nouvelle capsule avec d'autres débats et d'autres thématiques qui seront encore plus alléchantes pour vous permettre de vous lancer, bien évidemment, dans le business avec la Chine, surtout dans le secteur de l'import et de l'export. À bientôt.